Je ne crois pas vraiment que je devrais être en colère. Ce que je ressens, c'est du regret. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Un très bon ami, probablement un de mes meilleurs amis, avait déménagé à Toronto. On était restés en contact, on se voyait à l'occasion. Et puis, avec le temps, j'ai connu d'autres gens et on s'est vus moins souvent. Un soir, le téléphone a sonné et c'était mon ami. Il y avait beaucoup de monde dans mon appartement. Il appelait pour dire bonjour. Je lui ai dit que j'étais content d'avoir de ses nouvelles. Je lui ai dit « Tu es encore en vie ?» parce que je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis longtemps. Je ne pouvais pas lui parler à ce moment-là parce qu'il y avait un paquet de monde chez moi. Et je lui ai dit que je le rappellerais. Il était d'accord. J'ai raccroché et je ne l'ai pas rappelé. À peu près une semaine plus tard, j'ai su qu'il était mort. Je me suis rendu compte qu'il m'appelait pour dire au revoir. Et je lui avais dit « Tu es encore en vie ?» Je ne savais même pas qu'il était malade. Je ne savais pas qu'il avait le sida. C'est juste un exemple personnel, mais ça me hante encore, en fait. Patient zéro est le nom que les médecins et les enquêteurs médicaux utilisaient pour décrire cet homme, l'agent de bord, pour protéger son identité. J'ai parlé du patient zéro à des gens qui n'étaient pas là à l'époque. Quand ils ont compris de qui je parlais et que je l'avais vraiment connu, que c'était une personne réelle et non pas un bonhomme de 2,5 mètres qui avait la bouche en sang, c'était comme si je disais que j'avais connu Jeanne d'Arc. Cet homme, c'est Gaëtan Dugas, un agent de bord d'Air Canada âgé de 32 ans et originaire de Québec qui est mort en 1984. Tous les hétéros à qui j'ai parlé ne savaient même pas ce qu'était le patient zéro. Ils ne savaient pas qui était le patient zéro ou ce que c'était. Ce n'était pas le cas pour les personnes gays. Si on est gay, on connaît le patient zéro. Le patient zéro était un homme, une victime, qui a fait des victimes à son tour. L'idée la plus répandue est celle selon laquelle c'est lui, l'homme qui a introduit le sida en Amérique du Nord. Je ne sais pas si c'est lui qui a introduit l'épidémie au pays, mais c'est certainement lui qui l'a propagée d'un bout à l'autre. Il y a tellement d'injustice dans le concept d'un patient zéro. La deuxième idée est que non seulement il a causé l'épidémie en étant le premier cas, mais pour une raison ou pour une autre, il le faisait délibérément, qu'il essayait de propager son infection de tous bords, tous côtés, partout aux États-Unis et ailleurs. Il aurait parcouru toute l'Amérique du Nord pour assouvir un énorme appétit homosexuel par des centaines de liaisons. Une sorte d'homme-enfant chéri, si on peut dire. Un agent de bord. Très bel homme. Et une mort soudaine, à la une, comme ça. La famille de M. Dugas indique que seulement certaines parties de l'histoire sont fausses, que seul Dieu connaît la vérité. C'est drôle. Gaëtan me disait constamment qu'un jour, il serait une vedette. Eh bien, il l'est peut-être devenu. Les gens le connaissaient. Mais je ne pense pas que c'est ce qu'il voulait dire quand il disait qu'un jour, il serait une vedette. D'accord. The chair is yours. Je m'appelle Ray Redford. J'étais un ami de Gaëtan. Gaëtan était différent, un homme à part, scintillant, extravagant, provocateur, heureux d'être gay. Il paraissait indifférent aux opinions des autres. Je m'appelle Gaëtan, avec un E à la fin. Ce n'est pas tout à fait Gaëtan.
J'ai grandi à Montréal et lui à Québec. On avait donc le même sens de l'humour francophone, si on peut dire. On disait toujours que c'était de la faute de l'autre, parce qu'on était blonds tous les deux. C'est lequel? Gaëtan ou Gaëtan? Non, c'est Gaëtan. C'est pas Gaëtan. Moi, je suis Gaëtan. Non, c'est Gaëtan. Il a été adopté. Je crois qu'il avait 5 sœurs. Elle le couvait. Elle l'aimait vraiment. Mais c'est à peu près tout ce que je sais sur sa famille. Tous les préjugés que j'avais en entrant dans la maison au sujet de ces gens qui avaient élevé ce monstre se sont immédiatement envolés quand j'ai aperçu sur la porte du frigo cette carte de prière pour Gaëtan. Ça disait « En souvenir de Gaëtan, notre fils bien-aimé ». Il y avait tellement d'amour dans ce seul petit mot sur la porte du frigo. Je ne sais pas à quel moment il a dévoilé son orientation à sa famille, mais je crois qu'il le savait depuis longtemps. Ils étaient d'un grand soutien. Malheureusement, ce n'est pas tous les hommes avec qui j'ai travaillé qui ont vécu la même expérience. Un des superviseurs avec qui j'ai travaillé et qui a commencé comme agent de bord a été renié par sa famille quand il a dévoilé son homosexualité. Il ne leur a plus jamais parlé à ce que je sache. Être un jeune gay à la fin des années 60 ou au début des années 70, c'était épouvantable. On ne pouvait pas en parler ni même se confier à ses amis proches. Quand on vit dans une culture qui nous dit que notre identité elle-même est mal, on est la victime idéale pour les intimidateurs. Enfant, je ne savais absolument rien de l'homosexualité, des personnes gays, des homosexuels. Si vous étiez un jeune ou même un enfant, certains étaient enfants, dans les années 1950 ou 1960, disons, peut-être avant, mais je ne suis pas si vieille, et que vous remarquiez que vous étiez gay ou que vous craigniez de l'être, il n'y avait aucun endroit pour s'informer. Ça n'existait pas dans la culture populaire. Pas du tout. Je n'avais pas du tout conscience d'être gay. J'avais des amitiés très intenses avec d'autres filles, mais je n'avais jamais fait le lien, ni tiré de conclusion. Quand on grandit dans une famille chinoise qui est vieux jeu, on n'en parle pas. On n'apprend absolument rien à ce sujet. Et j'aimais sauter à la corde et des choses du genre au lieu de jouer au baseball. Quand j'avais 8 ou 9 ans, 2 hommes gays ont déménagé dans notre rue. Ils ont acheté une maison. Tout le monde ricanait parce qu'un d'eux aimait jardiner et l'autre aimait peindre. Ça s'est vraiment ancré dans mon esprit. Ce n'était pas quelque chose de bien. Je me souviens d'avoir cherché le mot homosexualité. Ça parlait de perversion extrême et de dépravation et tout. Mais je me souviens aussi à quel point j'étais ravi de découvrir que j'existais. C'était étrange où on pouvait trouver sa propre valeur ou un sentiment de quoi ou de qui on était. Quand il y avait des images, elles étaient terriblement négatives. Je me rappelle le film « Les diamants sont éternels ». Je l'ai vu quand j'étais adolescent avec mes parents dans une salle de spectacle à Boston. J'étais absolument mortifié par les méchants queers vraiment louches. J'étais assis là avec mes parents et j'écoutais les gens rire d'eux. C'était plutôt atroce. En 1967, la CBS a présenté un documentaire que je me rappelle avoir vu. C'était tellement homophobe et méchant. Vraiment. Les homosexuels. Avec le correspondant de la CBS, Mike Wallace. Les Américains considèrent que l'homosexualité est plus nuisible à la société que l'adultère, l'avortement ou la prostitution. Ils ont trouvé un vrai homosexuel pour parler à la caméra, mais ils l'ont filmé à contre-jour. Et ils ont modifié sa voix pour que personne ne le reconnaisse. C'était la première fois que j'ai su qu'il existait des créatures étranges appelées homosexuels. Mais ils étaient évidemment tellement répugnants que c'était impossible de les montrer à la télévision. Cet homme a 27 ans. Il ne peut pas garder un emploi à cause de son incapacité à contenir ses penchants homosexuels. Il a été incarcéré 3 fois pour avoir commis des actes homosexuels. Si on l'arrête encore, il pourrait être condamné à la perpétuité. Je sais qu'à l'intérieur, je suis malade. Je ne suis pas seulement malade sexuellement. Je suis malade de plusieurs façons. Ça passait assez tard le soir. C'était presque l'heure de me coucher. Je me rappelle que mes parents l'écoutaient. Je voulais entendre tout ce qu'on disait.
Mais j'avais peur qu'en étant trop attentif, ce soit suspect. Et c'était effrayant. De ce que j'entendais et du peu que je voyais, je me rappelle avoir pensé que c'était épouvantable, qu'on ne pouvait vraiment pas vivre sa vie comme ça. L'homosexuel moyen a des mœurs légères. Les relations durables, comme les mariages hétérosexuels, ne l'intéressent pas. Il n'en est d'ailleurs pas capable. Sa vie sexuelle, sa vie amoureuse, consiste en une série de rencontres fortuites. Fin des années 60, début des années 70, c'était assez épouvantable le nombre de meurtres. Il paraît qu'il y en a eu une à tous les mois là, qui se faisait assassiner. 72, 75, 77, all the way up every year. C'est presque impossible que tous ces dossiers-là non résolus aient été commis par des personnes différentes. So I thought that there has to be a serial killer. Has to be. Sur les traces d'un tueur en série, jeudi 20h à Canal D. Je me rappelle qu'à la fin des années 1950, à une époque où je n'étais pas certain de ce qui se passait en moi, j'ai décidé que c'était une passe et que j'en profiterais. Et si j'étais toujours gay en sortant de l'université, je me suiciderais. Je vivais dans une résidence où il n'y avait que des gars. C'était comme un cours de gym 24 heures sur 24. On me demandait si j'avais vu le match la veille et je ne savais même pas de quel sport on parlait. Les gars de mon étage se sont rendus compte que j'étais gay et je me suis effondré. Je suis allé sur le toit de la tour de la résidence. J'ai réellement pensé à sauter. On ne voulait pas être, moi en tout cas, je ne voulais pas être excentrique. Je me retenais tout le temps parce que je ne voulais pas donner l'impression d'être comme ça. Donc, je préférais ne pas être perçu comme gay. D'une façon ou d'une autre, j'avais l'impression que je serais mieux traité. Alors que pour Gaétan, c'était déjà tellement évident. Il a dû réagir en étant juste plus éclatant. Parce que ça aurait été évident qu'il était gay. Je trouvais qu'il était très brave. Il n'a jamais rien caché. Il était en avance sur son époque, d'une certaine façon, c'est vrai. Il était qui il était. Il ne faisait pas semblant d'être hétéro. Certains hommes avec qui j'ai travaillé passaient pour des hétéros. Lui, il ne faisait jamais semblant. L'homophobie intériorisée était évidente. C'est comme pour n'importe quelle minorité, les Noirs, les femmes ou les Juifs. Si on gratte un peu, on trouve beaucoup de préjugés intériorisés. J'ai eu un copain qui avait une homophobie intériorisée très forte. Il m'a déjà dit qu'il pensait qu'être gay était la pire chose qui pouvait arriver à quelqu'un. Je me suis rendu compte que c'était impossible que cette relation fonctionne. Parce que s'il n'aimait pas ce qui faisait partie intégrante de lui-même, comment pourrait-il aimer quelqu'un qui représentait ce même aspect? Ça me rappelle la thèse de Paul Monette. Il avançait qu'on faisait tous de bons concierges, que les hommes et les femmes gays veulent plaire, qu'ils cherchent une forme d'approbation et de compréhension qui semble parfois toujours juste hors de leur portée. Au passage à l'âge adulte, dans les années 1960 et 70, on était constamment exposé à un message négatif selon lequel deux hommes gays ne pouvaient pas être amoureux. C'était considéré comme une plaisanterie, comme quelque chose d'impossible, de fantaisiste. Et un mensonge malveillant, comme celui-là, qui s'insinue dans les psychés et dans les êtres, a contribué au mode de vie qui a entraîné les épidémies croissantes d'ITS. Mais en dessous de tout ça, il y a toujours ce message. Deux hommes en couple, un expert disait qu'un pénis plus un pénis n'égale rien. Comme si on était toujours réduit à notre sexualité plutôt qu'à notre humanité. Les jeunes ne peuvent pas vraiment le comprendre, même s'ils le savent. L'homosexualité était illégale.
C'était interdit par la loi. Ce n'était pas seulement que vos parents ne vous aimaient pas ou que vos collègues de classe ne vous aimaient pas. C'était réellement un crime. Il y avait une escouade spécialisée de policiers qui se tenaient dans les toilettes publiques et qui surveillaient. Ils arrêtaient les gens qui manifestaient des comportements gays. Ces noms et ces chiffres apparaissaient dans les journaux. On nous avertissait de ne pas parler à certaines personnes. Si les gars étaient trop beaux, c'était possiblement des flics qui étaient là pour nous embarquer et nous casser la gueule. Ils les emmenaient sur une plage et ils les laissaient là après les avoir battus. Ça arrivait presque chaque fin de semaine. Beaucoup de gens savaient que s'ils jouaient leurs cartes comme il faut, il ne leur arriverait rien. Mais si on s'affirmait, ou qu'on s'imposait, ou qu'on insistait le moindrement, on perdait son emploi comme ça. On le perdait de toute façon. Il n'y avait absolument aucune protection de nos droits civils. Stonewall a été comme un coup de tonnerre. Le fait que les homosexuels aient riposté m'a stupéfié. Il y avait une génération de jeunes homosexuels qui étaient plus militarisés. Ça ne les satisfaisait pas de simplement dire qu'on ne devrait pas faire de descente dans les bars gays ou qu'on ne devrait pas arrêter les drag queens. Encore une fois, il y a eu une descente de police. Les clients ont décidé que c'en était assez, qu'ils n'allaient plus tolérer ça. C'est là que ce qu'on appelle les émeutes de Stonewall ont eu lieu. Pour la plupart des hommes gays, ça marque le début du mouvement de libération gay. Gaétan Dugas incarnait une politique de grand plaisir dans la communauté qu'on a créée à partir de Stonewall. Malgré les attentes, malgré les Anita Bryant, malgré la montée de la droite de Reagan. J'aime les homosexuels, croyez-moi. Je les aime assez pour leur dire la vérité. Je sais qu'il y a de l'espoir pour les homosexuels. S'ils sont prêts à renoncer au péché, c'est la même chose pour tout le monde. Ils peuvent devenir des ex-homosexuels, comme il y a des ex-meurtriers, des ex-voleurs, des ex que vous voudrez. Il y avait une salle du personnel où on devait toujours s'enregistrer. Tout le monde parlait de Gaétan, à quel point il était beau. Évidemment, j'étais curieux de le voir. Et un jour, j'étais dans le centre de communication et je l'ai vu avec son grand sourire. Ça a cliqué tout de suite. On est devenus amis immédiatement. J'aimais travailler avec Gaétan parce que je n'avais pas à le suivre à la trace. Je n'avais pas à lui dire comment faire les choses de la bonne manière. Les compagnies aériennes étaient de très bons employeurs pour les gays et les lesbiennes parce que c'étaient des travailleurs exceptionnels. Évidemment, la compagnie aérienne n'était pas aveugle. Elle embauchait beaucoup de personnes homosexuelles. En fait, je dirais qu'à l'époque, au moins 75 ou 80% des gars devaient être gays. On savait, au moins dans la communauté gay, et probablement encore plus monsieur et madame tout le monde, que c'était un gay extravagant qui... eh bien, un gay extravagant. Oh oui, c'était l'attitude de Gaétan. Ça ne me dérangeait pas d'être gay. Alors pour les autres, qu'ils s'arrangent. Il avait même fait ajuster sa chemise serrée, ce qui n'était pas le règlement de la compagnie aérienne. Et ses pantalons étaient tellement moulants qu'on voyait tout. Je dirais qu'il était plus que passablement extravagant. Il était extrêmement extravagant. Il adorait l'ombre à paupières, un peu de bleu ou de violet. Il portait aussi du mascara. Comment décrire le charisme? Oui, il marchait dans l'allée et on voyait qu'il sortait du lot. Vous savez, il ondoyait, mais il avait une belle personnalité. Ça se voyait tout de suite, très souriant. Il faisait des blagues tout de suite. On se teignait les cheveux de la même couleur. On le faisait sur son canapé en écoutant les feux de l'amour.
Je me suis acheté une Corvette blanche. Il voulait absolument qu'on fasse un tour. Alors, on y est allé. On penserait que Gaétan se serait assis dans le siège du passager et puis c'est tout. Mais non, il s'est assis en arrière et dès qu'on est arrivé sur la rue Young, il envoyait la main aux gens. Ça ne me faisait rien. Tout le monde riait ou nous renvoyait la main. En fait, j'ai des copies de ces photos juste ici. Oh, c'est vrai? Oh oui. Je peux voir? Je me demandais si vous pouviez... Ah! Gaétan dans ma Corvette blanche. Mon meilleur ami qui est mort du sida, Richard McDonald. Oui. C'est lui ici. Il était avec Gaétan à l'époque, coiffeur à Yorkville. Un homme tellement gentil. Un Canadien français aussi. C'était une belle époque, parce que je ne sais pas si le sida existait à ce moment-là. Mais on ne s'inquiétait pas. On s'amusait. Il regarde le ciel et s'y voit déjà. C'est l'aviation, c'est comme un autre hiver, ça semble pas accessible. Mais l'itinéraire ne sera pas sans turbulence. Il est tellement hâte. C'est juste le début. Pilote de demain, mercredi 19h30, à Canal D. Les années 1970, c'était tout simplement fabuleux. En plus de tout ce sexe, il y avait plein de drogues qui circulaient. On ne savait pas encore que, en fait, les drogues n'étaient pas une bonne idée. C'est vrai que ce qui se passait à New York à l'époque était incroyable. Ça m'est arrivé de me promener dans la rue avec un ami, un homme gay. J'étais en train de lui parler, et puis il disparaissait. Il avait vu quelqu'un dans la rue. Leurs regards s'étaient croisés et ils étaient partis. Tout au long des années 70, le sexe était comme une obligation pour les hommes gays. Il fallait prouver que vous étiez un homme gay en ayant le plus de relations sexuelles possible. C'était la libération gay. Je me rappelle quand on m'a présenté Gaétan. Ça n'a pas vraiment cliqué. Pourquoi? Parce que Gaétan était beaucoup plus aventureux sexuellement que moi. Je pense qu'il était vraiment le premier homme gay à afficher son style de vie. Je me rappelle avoir dit à un hétéro que je ne connaissais pas, « Tu me dis que s'il y avait une rue à New York remplie de jolies filles de 20 ans qui d'un seul regard se laissaient entraîner dans l'embrasure d'une porte, tu ne le ferais pas? Bien sûr qu'il le ferait. Mais il ne pourrait pas parce que les femmes ne font pas ça. Ce n'est pas cher payé pour régner sur le monde, selon moi. » Au début, aller dans un bar queer ou dans une discothèque, une fois passé le portier, c'était la libération sur la piste de danse. C'était anonyme. On ne connaissait pas le nom de l'autre, donc on ne savait pas si c'était un camionneur ou le vice-président d'une banque. On pensait que le sexe était bon pour nous, comme le chou frisé. New York était comme une orgie. Je ne sais même pas comment le décrire. Pour moi, c'était impossible d'avoir des relations sexuelles avec trop de gens. Quoi de plus sain? Quoi de plus merveilleux? Les féministes célébraient l'orgasme clitoridien et elles le revendiquaient comme une part essentielle de la sexualité féminine. Et les hommes gays, eux, découvraient que la deuxième moitié de leur pénis se trouvait à l'intérieur de leur rectum. C'était un âge d'or. Ah, c'était... Oui, un âge d'or. Comment c'était? Eh bien, les années 1970, c'était assez plaisant. Plutôt génial, oui. Les bains publics étaient des lieux de rencontre. C'est là qu'on rencontrait des gens. On allait danser et puis on allait au bain. Et vous savez probablement que Bette Midler était au bain continental. Personne n'avait besoin de dire que Rock Hudson était là. On l'amenait à une cabine, on le jetait dedans et on entendait quelqu'un crier « Oh mon Dieu, c'est Rock Hudson !» Elton John était juste là. Il dansait juste à côté de moi. Calvin Klein a dit récemment dans le New York Times que les 3 plus grandes décennies du 20e siècle étaient les années 1920 à Berlin, les années 1930 à Paris et les années 1970 à New York. Je suis d'accord avec lui. Il y avait des discothèques. Eh oui, des discothèques gays partout. Londres, New York, San Francisco, tous les endroits où la compagnie allait. Et j'ai très bien compris que Gaétan aimait les rencontres sans responsabilité.
Il glissait sa carte aux passagers ou c'est eux qui lui donnaient la leur. Gaëtan me faisait remarquer un homme dans tel ou tel siège. Il est mignon. Il me pariait qu'il pouvait passer plus de temps que moi avec lui. Et c'était souvent vrai. C'est sûr que ce gars est hétéro. Aucune chance, Gaëtan. Eh bien, il faisait tout ce qu'il voulait avec lui. Mais une fois le passager parti, c'était plus important de faire la fête pour lui. Évidemment. C'était une vraie révélation de découvrir que le sexe anal pouvait être agréable et propre. C'était un goût qui se développait. Habituellement, on ne se lançait pas comme ça. Il y avait toute une sous-culture qui entourait l'apprentissage pour celui qui reçoit. Apprendre à se détendre, apprendre à se faire un lavement, apprendre à s'ouvrir. Ce n'était pas seulement du sexe. C'était des hommes qui aiment des hommes, qui voient les autres hommes gays comme leurs frères, et se soucient d'eux et leur font l'amour, et qui sont tendres, affectueux, et qui sont en couple. Gaëtan m'a déjà dit qu'il avait le projet de coucher avec un homme différent chaque soir. C'était comme un divertissement, un projet auquel il travaillait avec beaucoup d'intensité, d'effort et de succès. Si vous aviez 2 aventures par semaine, disons, et que vous faisiez ça pendant 1 an, ça fait 100 personnes. Alors, de 1971 à 1981, ça fait 1000 personnes. L'homme gay moyen a sans doute eu des relations sexuelles avec 1000 personnes pendant cette décennie. Et je suis sûr que Gaëtan Dugas a eu beaucoup plus que 1000 partenaires. Oh oui, il aimait beaucoup le sexe. Il était toujours prêt, toujours prêt. Un jour, on allait au travail et il avait son sac sur le dos. Quelque chose en est tombé. Je lui ai demandé ce que c'était. Son lubrifiant, il le traînait partout. Il l'a tout de suite ramassé et il l'a mis dans sa poche. Est-ce qu'il aimait le sexe? Je dirais que oui. Sexe, drogue, disco. Sexe. Mais vers la fin des années 1970, comme la commercialisation du sexe gay masculin explosait, on n'avait plus à se soucier du mouvement. On arrivait, on venait et on repartait. Et ça ne nous forçait pas vraiment à penser de manière politique. Ça aurait été une occasion pour les États-Unis d'avancer en fait d'empathie et de compréhension, de combler tous les fossés que la culture crée pour nous éloigner au lieu de nous unir. C'est très facile de tomber dans l'hédonisme, parce que c'est enivrant. Mais il y a eu un prix à payer, je pense. On voyait bien que le mode de vie new-yorkais équivalait à brûler la chandelle par les 2 bouts. Ouais, on avait beaucoup de plaisir. Mais si c'était un mode de vie, ça allait nous consumer. Des jeunes hommes pleins de testostérone et de possibilités, quelque chose devait arriver. Un de mes amis de l'autre côté de San Francisco m'a appelé. Il était hétéro. Il m'a demandé « As-tu entendu parler du nouveau cancer gay ?»« Un cancer gay ?» Je lui ai répondu que ça n'avait pas de sens. L'homosexualité n'a rien à voir avec le cancer. Ensuite, c'est devenu atroce. À partir de là, ça n'a fait qu'empirer. J'aurais voulu ne jamais entendre le terme cancer gay. Au début de 1981, quelque chose s'est passé. Il y avait des gens dans les urgences à New York, des hommes gays gravement malades. Une semaine plus tard, on a signalé quelques morts. J'avais envoyé chez un dermatologue un homme qui avait des éruptions, un homme gay qui avait des éruptions bizarres. Le dermatologue m'a rappelé pour me demander si je ne trouvais pas étrange que toutes ces éruptions très bizarres apparaissent sur des hommes gays. Je me souviens du premier homme que je connaissais qui a eu le sida. Personne ne savait ce qu'il avait et il est mort. Ça m'a fait un grand choc. On était trop jeunes pour mourir. Dans le journal ce matin-là, il y avait ce célèbre petit paragraphe qui annonçait que 8 New-Yorkais étaient morts d'un mystérieux cancer gay. Il y avait des murmures qui venaient de Fire Island. Ça commençait à se savoir. Il y avait beaucoup d'hommes gays qui venaient me consulter pour des lymphadénopathies.
La lymphadénopathie est une enflure des nœuds lymphoïdes. Elle peut se présenter dans le cou, sous les bras. Il n'y avait pas d'explication évidente. Il y avait aussi la pneumonie à pneumocystis carinii qui se déclarait bizarrement chez les hommes gays à San Francisco et à Los Angeles. On a commencé à se rendre compte que ce n'était pas seulement une histoire homophobe absurde propagée par les médias, c'était sérieux. J'étais complètement paranoïaque et j'étais mort de trouille. J'étais dans un état de paranoïa perpétuelle comme tout le monde. Tout le monde pensait qu'il l'avait. Un jeune infirmier avait été hospitalisé la veille. En septembre, il était venu dans mon cabinet avec un point violet sous chaque pied. La biopsie a révélé que c'était le sarcome de Kaposi. Le sarcome de Kaposi était connu comme une forme très rare de cancer de la peau. De petites bosses rougeâtres ou violacées apparaissaient sur la peau, souvent sur les pieds. La maladie semble toujours toucher les hommes plus âgés. Normalement, on compte moins de 20 cas de la maladie de Kaposi par année aux États-Unis. Mais au cours des 18 derniers mois, plus de 300 cas ont été signalés. Le sarcome de Kaposi, qui touchait les jeunes hommes gays, était un symptôme de cette nouvelle maladie appelée SIDA. Une forme beaucoup plus violente, beaucoup plus disséminée. Ce qui a vaguement attiré mon attention, c'est l'idée que c'était un cancer contagieux. Parce que les cancers contagieux, ça n'existe pas normalement. Il y avait certains cas d'une maladie qu'on ne connaissait pas vraiment encore. Tous semblaient avoir une immunodéficience. On n'avait aucune idée de ce qui la causait. Est-ce que ça existe? Est-ce que tout le monde devrait être au courant? On essayait d'accepter tout ça. Je me rappelle qu'à San Francisco, on appelait ça la maladie des serveurs gays. Mais évidemment, ce terme était un pléonasme à San Francisco. Beaucoup de gens l'ont eu. Bang, bang, bang. Dans la compagnie aérienne surtout. On était perdus. C'est dur d'expliquer comment on se sentait à l'époque. On pouvait mourir si on faisait quoi? On ne savait pas. À l'époque, on n'a pas arrêté de faire la fête et d'avoir des relations sexuelles parce que le lien n'avait pas été fait. Mais il y avait un malaise dans la communauté gay. Est-ce qu'on allait oser sortir dans un bar et respirer le même air que tous ces homosexuels? C'était un peu difficile parce que parfois, il faut savoir ce qu'on cherche pour pouvoir le trouver. Mais quand on ne sait vraiment pas ce que c'est beaucoup plus dur à trouver. Pas besoin d'être un génie pour arriver à comprendre que ça deviendrait un problème. Quand on voit 2 cas, puis 4 cas, puis 8 cas, c'est une croissance exponentielle. J'avais un pressentiment à l'époque que ce serait une épidémie. Et malheureusement, mon intuition était la bonne. Peu importe ce que l'hiver nous réserve, on est parti. Les travailleurs de la neige sont prêts à tout. Il y en a qui sont plus passionnés de la neige que d'autres. En pleine tempête, mardi 19h30, à Canal D. On s'est rendu compte de l'ampleur de l'épidémie. C'est devenu très effrayant. Comment ça allait finir? Je me rappelle qu'un éminent virologiste de Boston m'a demandé ce qui arriverait si l'infection se transmettait dans l'air. Tout ce que j'ai pu répondre, c'est que tout le monde allait mourir. C'était une période épouvantable à cause de l'incertitude. On ne savait pas exactement comment ça se transmettait. Est-ce que je suis infecté et condamné à mort? Il y avait toutes sortes de théories bizarres. La plus courante concernait les poppers. Les poppers, c'est merveilleux. Ça donne une sensation d'euphorie. En gros, ce sont des vasodilatateurs. Ils provoquent rapidement un état d'euphorie. Les hommes gays en consommaient souvent. Tout le monde priait pour que ce soit la faute des poppers. On pouvait renoncer aux poppers. Ou que ce soit le sadomaso, ou que ce soit le fisting, ou quelque chose qu'on pouvait abandonner. Les hommes gays contractaient beaucoup d'infections à l'époque, l'hépatite, des amibes et ainsi de suite. On pensait qu'ils surchargeaient leur système immunitaire et que ce qu'on voyait, le sida, qui était manifestement une maladie du système immunitaire, était le résultat de cette surcharge. Est-ce que c'était la CIA? Est-ce que c'était une légende urbaine?
On va décider de l'ignorer à tout prix, parce que c'est sûrement un complot de la droite. Et la droite l'a bien sûr exploité. Elle nous a diabolisés précisément comme ça. C'est facile à comprendre pourquoi les gens comme moi ou Gaétan se seraient bouchés les oreilles en quelque sorte. Surtout au début, même si on voyait des amis devenir malades ou mourir. Au cours de l'été 1981, on a enregistré des entrevues avec des cas de sida. On était frappés par la gravité de leur maladie et par leur mode de vie. C'était souvent des hommes gays très actifs sexuellement, qui voyageaient beaucoup, qui prenaient beaucoup de drogue. Mais on ne connaissait pas les facteurs de risque. On a donc élaboré une définition de cas pour la distribuer aux médecins, aux services de santé, aux hôpitaux d'enseignement. On a demandé que les cas soient resignalés aux services de santé. Will Darrow était un sociologue chargé de recherche, spécialiste des ITS. C'était un spécialiste du comportement sexuel des hommes gays et de la population hétérosexuelle. On nous a signalé 3 hommes de Los Angeles dans un même hôpital qui semblaient avoir la même maladie. L'amant de l'un d'entre eux disait que ces 3 hommes avaient eu des relations sexuelles entre eux. Ça suggérait que ce n'était pas la faute des poppers. Il n'a pas dit qu'ils prenaient la même substance. Il a dit qu'ils avaient couché ensemble. C'est là que la question a été soulevée. Est-ce qu'il y a d'autres liens sexuels à Los Angeles? On m'a envoyé là-bas pour étudier la possibilité d'un groupement de cas liés par un contact sexuel au cours des 5 dernières années. Le premier patient qu'on a vu était un agent de bord. Il a déclaré qu'un de ses partenaires sexuels était un agent de bord d'Air Canada très séduisant. Un beau gars, très gentil, avec qui il avait eu des relations sexuelles. On lui a demandé plus de détails. Il a dit qu'il avait un accent, mais qu'il ne se rappelait pas son nom. L'après-midi, on a parlé à une deuxième personne qui avait une histoire très semblable. On a dû se rendre jusqu'au comté d'Orange pour interviewer une troisième personne. Quand on lui a demandé de parler de ses partenaires, il a mentionné le même agent de bord canadien-français. On lui a demandé s'il se rappelait son nom. Et il a dit qu'il pensait avoir sa carte dans son carnet d'adresses. Il s'est excusé et il est allé dans sa chambre. Quand il est revenu, il avait un grand sourire. « Je l'ai, je l'ai, je l'ai !» Il avait son nom. Il avait couché avec lui à l'Action de grâce, au bain public. Après quoi, il avait attrapé l'hépatite. Quand il était revenu en décembre, ils avaient encore eu des relations sexuelles. Il pensait que c'est à ce moment qu'il avait eu la maladie qu'il avait maintenant. On lui a demandé son nom, il a dit « Voilà ». Gaétan avait eu des épisodes de fièvre et il avait remarqué une enflure de certains de ses nœuds lymphoïdes depuis janvier 1980. Quand je l'ai rencontré, il avait 2 lésions apparentes de la maladie de Kaposi qu'on voyait quand il était habillé. L'une était sur son avant-bras et l'autre sur le bout de son nez. Au CDC, on a numéroté les cas selon l'ordre dans lequel ils nous avaient été signalés. Donc, on a dû nous signaler 56 autres cas avant qu'on signale son cas à lui. C'est comme ça que j'en ai appris plus à son sujet. J'ai fait un suivi, je l'ai appelé et je me suis présenté. Et voilà, j'allais tout de suite le rencontrer. Je me suis rendu à New York la semaine suivante. Il y avait certainement beaucoup de peur, parce qu'il y avait encore beaucoup d'inconnus à ce sujet. Je n'avais aucune idée de l'impact que le fait d'avoir eu des relations sexuelles avec Gaétan aurait sur moi. Avec un groupe d'amis, on avait été à un thé dansant en après-midi. C'était l'ami d'un de mes amis. De fil en aiguille, on a fini par rentrer ensemble. Il était plein de vie. Il était charmant. Il avait beaucoup de plaisir, beaucoup d'énergie. Oui, c'était risqué, c'est sûr. J'étais le passif, donc. Une semaine après qu'on a fini la soirée ensemble, je discutais avec un ami commun. Je lui disais que Gaétan me semblait vraiment sympa et il m'a dit qu'il avait ce cancer gay bizarre. Je ne savais pas de quoi il parlait. Je n'en avais jamais entendu parler.
C'était la première fois que quelqu'un mentionnait quelque chose comme ça devant moi. Je n'ai plus posé de questions. Et puis, j'ai commencé à en entendre parler un peu plus. On en parlait aux nouvelles. Ça s'est enraciné dans mon esprit et ça s'est vraiment mis à affecter mes pensées. Ça avait le potentiel d'affecter notre communauté et d'autres communautés d'une manière beaucoup plus importante. Soudainement, tous ces garçons qui avaient dû cacher leur identité pendant des années et faire semblant, et nier qu'ils étaient gays devant leurs parents, ils n'étaient pas mariés parce qu'ils étaient des vieux garçons. Il n'y a plus de vieux garçons aujourd'hui. Soudainement, ils pouvaient être eux-mêmes. Et maintenant, une nouvelle maladie leur interdisait de l'être. On avait finalement trouvé notre époque. On pouvait avoir des relations sexuelles, on pouvait avoir des aventures, on pouvait faire ce qu'on voulait. Enfin, et personne ne pouvait plus nous dire que c'était interdit. Et puis, le sida a frappé dans tout ça. Mon Dieu. D'un côté, on avait la libération sexuelle gay. Les gens vivaient vraiment ce que c'était que d'être gay, comme ils n'avaient jamais pu le faire avant. De l'autre, un virage vers la droite au gouvernement. Toutes les circonstances étaient réunies. Ça permettait à ce groupe de déclarer que c'était le prix à payer. Qui on était, ce qu'on faisait, c'était mal. Une maladie qui frappe seulement les homosexuels, qui les frappe dans leur sexualité. C'était comme la métaphore parfaite pour l'homophobie de la société. Et selon moi, la réalité n'aurait pas déjà dû contenir des métaphores. C'est comme si tout ce qu'on avait gagné nous était repris. Je me rappelle qu'un membre de ma famille en Europe, quand il a su que j'étais gay, m'a dit que le sida allait me rattraper. C'est arrivé à un moment vraiment troublant. Il y a un côté sinistre à ça. C'est très shakespearien, la façon dont c'est arrivé. Il y a eu une percée, des effusions extraordinaires de soutien, d'acceptation. Une communauté qui démontre sa valeur, qui exige de se faire entendre. De grands succès dans presque tous les domaines. Et puis, on s'est fait tout simplement décimer, comme par l'entremise d'un plan diabolique. Willie Brown, au début, m'a dit que ce qui se passait à ce moment, compte tenu de la revendication des droits gays qui venaient de se produire, ce serait comme de dire aux Noirs qu'ils devaient retourner à l'arrière de l'autobus. Quand j'ai interviewé le cas hors Californie, il m'a beaucoup impressionné. Il semblait intelligent, il était très bien habillé. À ce moment-là, il n'avait pas de cheveux parce qu'il venait de terminer un traitement de chimiothérapie. Mais il était très préoccupé par son état et par l'inquiétude des autres aussi. Bon nombre de ses amis à New York et même au Canada présentaient des symptômes très semblables aux siens. Et certains de ses amis avaient été tellement malades qu'ils étaient morts. Il était donc très coopératif quand je lui ai posé des questions sur sa vie sexuelle. Je l'ai interrogé sur ses partenaires. Il m'a dit qu'il se souvenait de quelques-uns d'entre eux, mais qu'il en avait tellement eu qu'il espérait que je comprenais. Il était dans une ville différente chaque soir, il était jeune, et il sortait tous les soirs pour s'amuser. En moyenne, il avait environ 250 partenaires sexuels différents par année. Je lui ai demandé s'il avait un carnet d'adresses, un petit cahier noir. Il m'a dit que oui. Je lui ai demandé s'il accepterait de me donner les noms. Il a dit qu'il serait content de le faire et s'est mis à me lire les noms. Il en a lu 72 avant que ce soit l'heure de partir. Si d'autres gens avaient eu la même quantité de renseignements que lui, on aurait probablement pu établir beaucoup plus de liens et on aurait été en mesure de résoudre le casse-tête beaucoup plus vite. Voici le rapport hebdomadaire de morbimortalité. Dans ce rapport, il n'y a pas de chiffres, pas de graphiques, mais on mentionne un cas hors Californie. Tout le monde avait compris que ce gars était la personne qui avait introduit le sida en Californie. On n'appelait pas encore ça le sida à l'époque, on appelait ça le syndrome gay. Le syndrome d'immunodéficience gay.
Ce nom donne l'impression que la maladie provient de l'orientation sexuelle d'une personne, au lieu d'une action qu'elle a faite, d'une chose à laquelle elle a été exposée, d'un microbe. On avait un système d'assistance téléphonique sur la rue Castro. Un patient s'est pointé. Tout de suite, les lignes se sont mises à sonner. Il est là. Il a des relations sexuelles avec des gens. Il leur dit qu'il a le cancer gay. À la fin de l'été 1982, le sarcome de Kaposi suscitait énormément d'attention et d'inquiétude à San Francisco. Tous ceux qui avaient des lésions de SK et qui continuaient de sortir attiraient l'attention. Et étant donné que Gaëtan n'aimait pas qu'on lui dise quoi faire et ne pas faire, ça semble assez probable qu'il attirait l'attention. Même si l'Égypte antique reste enveloppée de mystères, les récentes percées de la science parviennent à les décrypter. C'est du jamais vu encore. Les derniers secrets d'Égypte, vendredi 22h, à Canal D. Gaëtan Dugas était très à l'aise de parler de sa maladie avec divers professionnels de la santé. Il a rencontré Selma Dritz. Elle affirme qu'elle lui a conseillé de ne pas avoir de relations sexuelles et qu'elle lui a dit qu'il était peut-être dangereux. Il lui a répondu qu'elle n'allait pas lui dire quoi faire. Je lui ai dit qu'il rendait d'autres gens malades. Il m'a dit que c'était son droit de faire ce qu'il voulait. Sa liberté civile. Gaëtan avait des croyances différentes au sujet de sa maladie. Il disait « Montrez-moi, prouvez-moi comment cette maladie est transmise. Si je fais quoi que ce soit qui la transmet, je pourrais le reconnaître. Mais prouvez-moi que c'est le cas. » Je ne me rappelle pas ce qui m'a poussé à appeler Air Canada, mais je l'ai fait. Je voulais parler au directeur médical et voir s'il y avait une manière de limiter sa capacité de voyager. Un médecin nous disait de faire attention à nos actes sexuels, que c'était préoccupant et qu'on devait limiter nos activités. Je comprenais tout à fait que les hommes gays étaient terrifiés par la possibilité que le sida nous repousse dans les bras du corps médical. C'est seulement au tout début des années 1970 qu'on a cessé de considérer l'homosexualité comme une maladie et qu'on l'a retirée du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie. Les médecins avaient toujours tenté de nous guérir. En 1982, Dugas a subi des traitements de chimiothérapie. Il avait un air épouvantable, une tête de déterré. Il avait perdu des cheveux et du poids. Mais son attitude l'a aidé à traverser l'épreuve. Il était toujours plein d'espoir. Il disait toujours qu'il vaincrait la maladie. Je me rappelle avoir envoyé des lettres d'encouragement à Gaëtan. J'ai une carte qu'il m'a envoyée en janvier 1982. Il était déprimé par la perte de ses cheveux. Il disait qu'il se sentait comme un extraterrestre. 96% de toutes les personnes que j'ai vues à l'époque sont mortes. La variole, la fièvre d'Ebola en tuait seulement 60%. Et on disait que pratiquement tout le monde allait mourir. Si c'était arrivé à un autre groupe de la société, ça aurait provoqué l'hystérie dans le pays. Mais en réalité, il y a eu un silence complet. C'est plutôt comme dans une guerre. Tout d'un coup, toute une génération fait face à un danger terrible et beaucoup meurent. Le changement était tellement extrême. Des gens de 25 ans qui avaient l'air de 25 ans semblaient en 2 minutes avoir 95 ans. C'est terrible parce que c'est une mort lente. On voit le corps se décomposer devant nos yeux. Un homme magnifique qui devient rien. Un collègue acteur qui s'appelait
Joe Capetta est tombé malade et il est mort assez tôt. À l'hôpital, la préposée au service alimentaire ne voulait pas apporter son plateau dans la chambre. Elle le laissait par terre, devant la porte. Dans beaucoup d'hôpitaux, surtout en dehors de San Francisco, on ne laissait pas le conjoint visiter son amoureux sur son lit de mort parce qu'il n'était pas un membre de la famille. On ne voulait pas que vous soyez là du tout. Ils avaient honte de vous. C'était probablement votre faute. Les médias et les politiciens de droite nous calomniaient. On nous calomniait odieusement. Des personnages importants suggéraient de mettre les homosexuels, les personnes atteintes du VIH, dans des camps, de tatouer VIH sur leur corps. La seule façon de l'arrêter, c'est de mettre les gens en quarantaine. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres moyens. Je pense qu'ils vont devoir le faire. Des amoureux étaient mis à la porte des appartements de leurs copains. Ils n'avaient pas le droit d'assister aux funérailles de leurs conjoints. Le comportement des gens est vraiment grotesque. Comme quand on se demandait en 2016 qui avait pu voter pour ce président. On savait qui étaient ces gens dans les années 1980. Ils sont toujours là. L'administration Reagan ne voulait tout simplement pas reconnaître le problème. On disait à l'époque, et je pense que c'est vrai, que si l'épidémie avait touché la population hétérosexuelle, on s'en serait occupé tout de suite. Mais c'était facile de marginaliser les hommes gays à ce moment-là et de se dire que ça n'intéressait personne. Dans une entrevue avec Larry Speakes, qui était le secrétaire de presse du président Reagan, on lui a posé une question sur l'épidémie de sida et il a répondu qu'il ne savait pas ce que c'était. Larry, comment le président a-t-il réagi quand le CDC à Atlanta a annoncé que le sida est maintenant une épidémie qui compte plus de 600 cas? Le sida? Je n'ai rien là-dessus. Plus du tiers sont morts. On l'appelle la peste gay. Quoi? Non, c'est assez sérieux. Une personne atteinte sur 3 est morte. Je me demandais si le président était au courant. Je ne l'ai pas. Vous? Vous ne l'avez pas. Eh bien, content de l'entendre, Larry. Et vous? Vous n'avez pas répondu à ma question. Je me demandais... Comment le savez-vous? Est-ce que le président... En d'autres mots, la Maison-Blanche trouve ça drôle? Je ne sais rien là-dessus, Lester. Est-ce que quelqu'un à la Maison-Blanche est au courant de cette épidémie, Larry? Je ne pense pas. Personne n'est au courant. Personne ne l'a vécu personnellement ici, Lester. J'ai bien vérifié auprès du médecin du président ce matin. Il a dit qu'aucun patient ne souffrait du sida ou de ce que vous voulez. C'est évident que le patient zéro nous a beaucoup aidés. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé de nous donner le nom de ses partenaires sexuels, mais il l'a fait. Et ça s'est avéré extrêmement utile. Ça a permis à Will Darrow de communiquer avec ces personnes, de faire un suivi et de se renseigner sur leurs autres partenaires pour construire le groupement. Après, on a voulu voir jusqu'où les liens du groupement allaient. On avait seulement des renseignements sur Los Angeles et sur un seul cas hors Californie. Je me suis donc rendu à New York et j'ai fait un suivi sur les 72 différents partenaires qu'il avait nommés. Ce qui était important, c'était de montrer qu'il y avait des liens entre les cas de Los Angeles et des cas dans d'autres régions des États-Unis. Voici le dessin d'origine sur une feuille de papier jaune au sujet du cas 57, qui était la personne qu'on a ensuite appelée le cas hors Californie. Le dessin montre des liens vers des expositions au cas en 1979, un cas numéro 40. Là, il était à Toronto, là, à l'Université de New York. Ici, on décrit le cas 57 comme un agent de bord de 30 ans vivant à Toronto. Des documentaires captivants. Des sujets incontournables. Pour découvrir le monde sous toutes ses facettes. DocuD, les jeudis 22h, à Canal D. J'ai perdu le contact avec Gaétan pendant un certain temps quand il est parti à Vancouver. Je l'ai revu une fois. Il courait dans l'aérogare. On s'est fait l'accolade et on a discuté.
Mais ses cheveux étaient très très courts à ce moment-là. Il avait quelques marques sur le visage. J'ai remarqué qu'un thème revenait assez souvent. Essentiellement, à Vancouver, Gaétan était la personnification, le visage du sida. Ça me semble tellement absurde. On entendait dire que Gaétan avait des relations sexuelles non protégées. On signalait qu'il était dans les bars et qu'il rentrait avec des gens, ce genre de choses. Chez AIDS Vancouver, on a senti qu'on devait réagir à ces rumeurs. Oui, je me rappelle clairement avoir eu une conversation avec lui au sujet de la promiscuité sexuelle, des bains publics, etc. Il m'a dit que les gens ne comprenaient pas. S'il allait au bain comme on le disait, il se serait exposé à toutes sortes d'infections opportunistes. Il m'a dit qu'il n'en savait pas beaucoup, mais qu'il avait appris qu'à l'époque où il fréquentait les bains et où il avait beaucoup d'histoires d'un soir, il attrapait plein de trucs dont il avait du mal à se débarrasser. Donc, il avait arrêté de le faire. Il n'avait pas d'aventure sexuelle. Bonsoir. Ici Michael Pappas pour le Canal 10 Gable Vision Vancouver. Des médecins et d'autres intervenants liés au problème du sida se sont réunis à l'occasion d'un panel qui a récemment eu lieu à Vancouver. L'événement a attiré une foule immense en quête de renseignements et de conseils sur la manière d'aborder le problème du sida à Vancouver. Dans le cadre de ce panel, le Dr Brian Willoughby a fourni certaines explications. Le sida est notre sujet d'aujourd'hui. Il s'agit d'un nouveau phénomène où la capacité à combattre l'infection chez les patients est déficiente. On avait invité une personne d'un organisme de service d'urgence pour les hommes gays de New York. Ce qui m'amène ici, c'est notre inquiétude par rapport à une épidémie qui tue des hommes gays partout dans le monde. Les médecins ont présenté tout ce qu'ils savaient, je pense. D'après mes souvenirs, ils essayaient d'être assez précis au sujet de ce qu'ils ne savaient pas. Une des choses que vous pouvez faire pour réduire le risque de contracter le sida est de réduire le nombre de vos partenaires sexuels. Les gens dans la salle étaient presque incrédules en apprenant qu'ils devaient faire ça, parce que ça se passait à New York ou à San Francisco, pas à Vancouver. D'après ce qu'on en sait, par rapport à ceux qui en souffrent, il paraît évident qu'il s'agit d'une sorte d'infection. Les membres du panel et moi, on a parlé pendant peut-être 1 heure, 10 ou 15 minutes chacun, puis il y a eu une période de questions. L'an dernier, c'était les poppers qui nous donnaient le sida. Cette année, c'est de coucher à droite et à gauche. Qu'est-ce qui va nous donner le sida l'an prochain? C'est la question que je me pose. Je peux répondre? Coucher à droite et à gauche, ça ne donne pas le sida. Je veux dire, oui et non. En d'autres mots, chaque contact que vous avez augmente la possibilité que vous soyez infecté, si c'est effectivement un agent contagieux, ce qui n'a pas été prouvé. Je crois qu'une sorte de test est actuellement mené sur le sida à Vancouver. Assister à ce forum a beaucoup influencé ma vie. Le concept de sexe sans risque a été présenté et je me suis mis à le mettre en pratique. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis encore ici aujourd'hui. La 3e ou la 4e personne à se lever avait un accent canadien-français. Un homme s'est dirigé vers le micro. Je l'ai seulement vu de dos. C'était Gaétan. Le vaccin contre l'hépatite, le nouveau vaccin qui est maintenant offert aux hommes gays, a été développé à partir de l'hépatite d'hommes gays. Donc, tous ceux qui recevraient ce vaccin pourraient être exposés au sida. C'était un peu difficile de comprendre exactement certains concepts qu'il essayait de communiquer. Mais ce qui m'a touché dans son intervention, c'est qu'il se défendait. On ne devrait pas avoir peur des personnes qui ont le sida ou qui ont des symptômes du sida. Parce que rien ne prouve qu'on serait en contact avec le sida, avec un agent infectieux. Il nous demandait en quelque sorte comment on pouvait conseiller aux gens d'avoir moins de partenaires sexuels pour éviter un agent infectieux, alors qu'on ne savait même pas si c'était causé par un agent infectieux. À première vue, c'est une question valable. Par exemple, si vous avez un amant qui a le sida... Ce sont des suppositions. Et que vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous conseillez? Toutes les études indiquent que ça ne touche pas tout le monde. Il y a donc des risques, mais la majorité des gens ont des mœurs sexuelles assez libres. Ce n'était pas à moi de dire qu'il avait assez parlé, mais je sentais que la séance d'information publique se transformait
en une sorte de bataille. Ce sont seulement des suppositions, mais... À un moment donné, je me suis dit que ça n'allait pas dans une bonne direction. Je me suis donc penché vers Jeff Maines. Je voulais lui dire qu'il devrait l'arrêter bientôt, parce que ces questions allaient détruire tout ce qu'on avait pu faire de bien dans la dernière heure. On dirait qu'il y a une peur envers ces gens qui pourraient avoir des symptômes ou qui vont avoir des symptômes. Que s'ils sont malades, on devrait avoir peur d'eux. Mais on ne devrait pas nécessairement avoir peur d'eux. Je pense que ce qui était intéressant par rapport à l'attitude de Gaëtan, c'est que d'une certaine façon, il ne voulait pas changer son comportement sexuel parce qu'il n'y avait pas de preuves claires. Je crois qu'étant donné qu'il était une cible pour tant de monde, il leur demandait de lui prouver la manière dont ça se transmettait. À ce moment-là, il changerait son comportement. Mais jusqu'à ce qu'ils aient la preuve, il n'allait rien changer. Une fois après une rechute, on était dans son appartement et je le tenais dans mes bras. Il me disait qu'il n'avait pas peur d'être mort, seulement de mourir. Il n'a jamais vraiment exprimé que la vie avait été injuste. Il semblait seulement déterminé à profiter du temps qui lui restait. J'ai trouvé que c'était très courageux de sa part de continuer à travailler. Il avait pris un congé et puis il était revenu. Je pense qu'il est revenu pour une dernière période. Et à ce moment-là, il avait l'air en pleine forme. Il était de bonne humeur, il rigolait comme d'habitude. Chérie... Gaëtan avait du mal à se présenter au travail. Il se décommandait à la dernière minute parce qu'il commençait à se sentir trop malade. Plus que tout, il voulait continuer à voler. Il ne voulait pas se faire porter malade. Il adorait voler. C'était sa famille, sa liberté. On ne savait pas qui allait survivre et qui n'allait pas survivre. C'était possible que les choses tournent en sa faveur. Donc je le traitais comme tel. On riait ensemble et pendant qu'on rigolait, j'ai retouché son maquillage. Je voyais qu'il ne l'avait pas appliqué comme il faut. C'était trop épais. Ça couvrait la lésion, mais c'était trop épais. Un look plus naturel, c'est mieux. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Je ne l'ai plus revu. Un facteur clé du succès de l'étude de groupement est la coopération du K57, Gaëtan Dugas. Son réseau sexuel personnel s'étendait à un grand nombre d'hommes dans de nombreuses villes. Selon moi, l'étude de groupement est un jalon très intéressant du point de vue scientifique. Elle a permis de convaincre le public qu'il s'agissait d'une maladie transmise sexuellement. Les groupements de patients sont liés par des lignes qui représentent les contacts sexuels. Ce diagramme montre 40 hommes qui sont liés par des contacts sexuels, selon leur diagnostic. L'individu qui fait le lien entre des cas de l'Ouest comme de l'Est se trouve au centre du diagramme. Il a des liens avec 8 hommes différents, 4 sur la côte Ouest et 4 sur la côte Est. C'est cette personne qu'on appelle le cas hors Californie. Plus tard, on a tenté de représenter les cas selon le début de leur maladie. On voit que le cas hors Californie est l'une des 6 personnes qui ont des symptômes précoces avant 1980. C'est l'un des premiers cas, mais il n'est pas nécessairement le tout premier cas dans ce groupement de 40 hommes. On l'a d'abord appelé patient 57, puis patient O pour Out of California Case, c'est-à-dire le cas hors Californie. C'est la manière dont on l'a présenté à mes collègues des CDC. Quelques mois plus tard, tout le monde parlait du patient 0.
Je ne savais pas de quoi il était question. De qui on parle? Le patient 0. Ils m'ont dit que c'est moi qui leur en avais parlé. Je leur avais parlé du patient 57, le cas hors Californie, le patient O. Oh, c'était un O. Ils pensaient que c'était un 0. Le 0 n'était plus associé au cas hors Californie. Il portait maintenant d'autres sens. On l'associait en particulier avec le 0 comme début absolu. Mais ce glissement a eu des conséquences majeures sur la compréhension du terme par la suite. Je pense qu'actuellement, le sida est 90% politique et 10% science. Quand on écrit sur la science et la belle génétique du virus du sida, on est à côté de la plaque. En ce moment, le fait est qu'on n'a pas de traitement à cause de problèmes politiques et on n'écrit pas là-dessus. Je pense qu'il est important de souligner que jusqu'à ce que l'épidémie se propage à l'extérieur de la communauté gay, les médias de masse n'y accordaient en général aucune attention. Il ne faut pas oublier que le problème, c'est qu'on avance lentement dans une situation où le temps est notre ennemi. Plus on donne de temps à une épidémie, plus elle va se répandre. Au début des années 80, Randy Shields est le seul journaliste de la presse écrite qui aborde régulièrement l'épidémie de sida. Je crois que la raison pour laquelle je me suis senti si responsable et que j'étais si déterminé à écrire sur le sida, c'est que pour moi, ce n'était pas seulement quelque chose qui arrivait aux autres, ça arrivait à des gens que je connaissais et que j'aimais. Il avait l'impression qu'il était le seul qui pouvait faire des reportages sur le sujet, qui pouvait l'aborder et le mettre en lumière et montrer ce que c'était en train de devenir. Aucun autre média ne faisait de reportage là-dessus. J'étais très fier de lui. Il a forcé le Chronicle à le laisser couvrir le sujet, alors qu'il n'y avait pratiquement personne qui le faisait quotidiennement ou hebdomadairement. Quand on retourne en arrière, l'alpha et l'oméga de l'épidémie de sida, c'est le diagnostic de Rock Hudson qui a vraiment ouvert les yeux au public et aux médias. Les médias ont commencé à couvrir le sujet. Je crois qu'à l'époque, les gens pensaient que Rock Hudson était hétérosexuel, ce qui n'était pas le cas. Ils se disaient que si Rock Hudson pouvait l'attraper, eux aussi. Fin des années 60, début des années 70, c'était assez épouvantable le nombre de meurtres. Il paraît qu'il y en a eu une à tous les mois là, qui se faisait assassiner. 72, 75, 77, all the way up every year. C'est presque impossible que tous ces dossiers-là non résolus aient été commis par des personnes différentes. So I thought that there has to be a serial killer. Has to be. Sur les traces d'un tueur en série, jeudi 20h à Canal D. Ce qui suit, c'est l'histoire d'un échec à l'échelle nationale, ce qui m'amène à la thèse centrale de mon livre. Le sida n'est pas arrivé tout seul, on l'a laissé faire. And the Band Played On est une conséquence naturelle, selon moi, des articles que Randy écrivait dans le San Francisco Chronicle. Je pense qu'il voyait que c'était une question plus vaste que ce qu'un quotidien pouvait couvrir. Randy Shields s'est donné beaucoup de mal pour consigner soigneusement les moindres détails de la négligence morale, éthique et criminelle de l'administration Reagan. Randy Shields s'est présenté au CDC en tant que journaliste du San Francisco Chronicle au début de l'épidémie. Il a interviewé certains d'entre nous, Jim et moi entre autres. Il a assisté à pratiquement toutes les réunions sur le sida aux États-Unis. Il était toujours là à faire des entrevues. Il m'a probablement interviewé des dizaines de fois. Il m'a posé beaucoup de questions sur l'étude de groupement et sur le patient 0 et ainsi de suite. Randy Shields a fait tout ce que tout bon journaliste aurait fait pour retrouver le patient 0. Il y avait l'histoire d'un gars qui arrivait à San Francisco et qu'on reconnaissait. Les lignes du service d'aide sonnaient sans arrêt. Tout le monde parlait de lui partout. Quelle sorte de journaliste n'essaierait pas de trouver qui c'était? J'en ai parlé à Marcus Conan. Il m'a confirmé que Randy l'avait interrogé plusieurs fois, qu'il précisait lentement ses recherches. Il l'a ensuite rappelé pour lui dire qu'il n'avait pas besoin de son aide et qu'il avait trouvé qui c'était. Les notes d'entrevue de Shields portent une inscription encadrée. Gaëtan est le patient 0. Je me souviens du moment où Randy s'est rendu compte que tous les diagrammes menaient à Gaëtan. Les chercheurs des CDC ont été en mesure de retrouver Gaëtan.
Grâce à sa coopération, il a été très collaboratif. Ils ont pu établir des liens sexuels entre 40 des 248 premiers hommes gays à recevoir le diagnostic du sida aux États-Unis. C'est là que je me suis rendu compte qu'il allait non seulement utiliser mon nom et le nom d'autres employés du gouvernement, mais qu'il allait aussi nommer des patients. Je lui ai dit de ne pas le faire, que ce n'était pas une bonne idée, qu'il ne devait pas nommer le patient zéro. Randy m'a répondu qu'il fallait qu'il le fasse parce que le gouvernement n'allait rien faire pour régler le problème s'il ne donnait pas de nom. En utilisant le nom de tout le monde dans ce livre, et je nomme tout le monde, il n'est pas du tout traité différemment. Je crois que je place la maladie sur une échelle beaucoup plus humaine. L'agente de publicité qui travaillait sur le livre, une jeune femme qui s'appelait Diane, est entrée dans mon bureau un vendredi après-midi en larmes, en me disant qu'on n'aurait pas de publicité. Tout le monde pensait que ça avait déjà été couvert, on ne voulait pas le couvrir. On le voyait principalement comme une attaque contre l'administration Reagan et contre le corps médical, contre les CDC. J'ai paniqué. J'ai appelé un de mes ex qui était agent de publicité. Je savais qu'il était sans travail et qu'il avait du temps. Je lui ai dit que j'avais de gros ennuis. Je lui ai demandé de prendre la fin de semaine pour lire le manuscrit. Ce qu'il a suggéré était, selon moi, extraordinairement intelligent. Dans And the Band Played On, l'histoire du patient zéro est mentionnée dans 11 des 620 pages du livre. On n'en parle que dans 11 pages. Il m'a dit d'extraire tous ces renseignements, de les rassembler et de les présenter au New York Post, un journal extrêmement homophobe. L'affaire avait tout ce qu'il voulait, la beauté, la mort. C'était un agent de bord et surtout, c'était un étranger. Ils allaient adorer ça. Randy détestait cette idée. Je l'ai appelé le lundi soir, après avoir discuté avec mon ami. Ça l'écœurait. Il m'a dit que c'était de la presse à sensation. Je lui ai dit qu'il avait raison, mais que si on ne le faisait pas, il allait vendre 4 ou 5 000 exemplaires de son livre, principalement à des homosexuels. Il n'allait avoir aucune incidence sur les médias ni sur le corps médical national. Son livre n'allait pas remplir la fonction qu'il devait remplir, c'est-à-dire de mettre la question sur le devant de la scène. Il a finalement accepté, mais vraiment en contre-cœur. On l'a présenté au New York Post et ils ont mordu. C'était comme du judo culturel. On utilisait la force de notre ennemi pour arriver à nos propres fins. Essentiellement, c'est ce qu'on a fait. Il avait prédit le titre avec précision. L'homme qui nous a donné le sida. Quand j'ai reçu cet appel, j'étais dans la salle de rédaction. Une jeune femme de l'émission 60 Minutes, Barbara Drury, qui était recherchiste et productrice, je crois, m'a expliqué qu'il réalisait un documentaire et qu'un des personnages principaux venait de Québec. Il lui fallait quelqu'un pour la conduire de Montréal à Québec et pour lui servir d'interprète auprès de la famille. Elle venait d'envoyer un exemplaire du livre de Randy Shields, And the Band Played On. C'est à ce moment que j'ai compris toute l'horreur de l'histoire. On préparait un documentaire qui se basait sur ce livre. Un livre qui présentait des preuves que l'homme qui avait introduit le sida en Amérique du Nord, l'homme gay qui avait fait ça, était Gaëtan Dugas et qu'il venait d'une banlieue de Québec. Dès que je suis entrée dans la maison de la famille, c'était évident qu'ils aimaient profondément ce jeune homme et qu'ils étaient très tristes de sa mort. Ils m'ont demandé ce que je pensais qu'ils devraient faire. Je me rappelle qu'ils m'ont posé la question. Je leur ai dit que s'ils accordaient une seule entrevue, tout le monde se masserait devant leur porte. Ils étaient horrifiés quand ils ont appris que le livre qui allait sortir nommait Gaëtan comme le patient zéro. Guy Babineau, qui m'a interviewé, m'a demandé si j'avais déjà réfléchi aux conséquences que ça aurait sur la famille et les amis de Gaëtan. J'ai dû répondre honnêtement que non. Tout ce que je peux dire,
c'est que j'imagine qu'ils ont dû avoir bien du mal à passer à travers les critiques par la suite. Je trouve ça scandaleux. Selon moi, c'est presque un crime. Sa famille a dû souffrir pendant longtemps après sa disparition. Je me rappelle que sa sœur, qui était hygiéniste dentaire, m'a dit « C'est comme ça qu'on le remercie de sa coopération avec les chercheurs ?» Randy Shields voulait montrer que les institutions qui avaient été créées pour réagir à ce genre de tragédie avaient échoué à la tâche à cause des préjugés envers les gens qui souffraient de la maladie. C'était ce qui l'avait poussé à écrire son livre. Quand le président Reagan a prononcé sa première allocution sur le sida le 31 mai de cette année, à l'activité bénéfice ici à Georgetown, 36 000 Américains étaient morts de cette maladie ou étaient mourants. C'est affligeant qu'autant de personnes aient dû mourir avant que le président daigne prononcer un discours sur le sujet. Le New York Times, dans les 15 jours qui ont suivi peut-être, a publié 11 articles sur le livre. 11 articles en 2 semaines pour un livre dont il avait refusé de faire la critique. And the Band Played On a essentiellement brisé le silence. C'est ce que le livre a accompli de plus important. En gros, une fissure dans le mur du silence. D'un autre côté, Shields aussi a participé à la diabolisation. Sa diabolisation de l'agent de bord canadien, Gaétan Dugas, est particulièrement regrettable. Il devient, par l'entremise du livre, le patient zéro. En fait, cette idée du patient zéro comme personnage, comme terme populaire, vient de And the Band Played On. C'est drôle comme l'histoire du patient zéro se détache presque du reste du livre. Elle semble avoir été ajoutée après coup. Ça semble très opportuniste et très sensationnaliste. Mon interprétation de la construction qu'a faite Shields de Gaétan Dugas dans son livre, c'est qu'il le présente comme une personne insensible aux conséquences de son comportement sur les autres. Je crois que c'est une projection de la part de l'auteur. Il utilise sa colère, sa rage et son amertume à lui pour créer ce personnage appelé le patient zéro. En fait, Randy affirmait qu'on baisait comme des fous, qu'on était des hédonistes insouciants. Une petite partie de ça est crédible, mais c'est en grande partie de l'homophobie intériorisée. Toutes les personnes gays en éprouvent. Et Randy ne faisait certainement pas exception. L'idée que les hommes gays sortaient avec l'intention de donner la maladie, ce n'était pas ça. C'était que le sexe était une des seules joies que les gens avaient dans leur vie. L'opinion la plus répandue, c'était que peu importe la cause de la maladie, on l'avait déjà. Et probablement que notre partenaire aussi. C'est la principale raison pour laquelle beaucoup d'homosexuels avaient encore des pratiques sexuelles non sécuritaires quand c'est sorti. Tout le monde croyait qu'il était déjà trop tard. Ce n'était pas le tableau sombre et cruel que Randy a dépeint. À un moment, dans le livre, Gaétan est dans un bain de vapeur avec quelqu'un. À la fin de leur relation sexuelle, il lui dit qu'il a le cancer gay et qu'il vient de lui donner. J'ai trouvé que ça ne ressemblait pas du tout au Gaétan que je connaissais. Est-ce que Gaétan savait vraiment qu'il propageait une maladie? Ce que je sais, c'est que si Gaétan savait qu'il allait tuer quelqu'un en couchant avec lui, il ne l'aurait pas fait. Il aurait arrêté d'avoir des relations sexuelles avec qui que ce soit. Est-ce qu'il le savait précisément? Non. Ce n'est pas la personne que j'ai connue. Gaétan n'était pas comme ça. Il était charmeur, mais très, très attentionné. C'est impossible
qu'il ait continué. Je n'en ai jamais voulu à Gaëtan pour la manière dont je suis devenu séropositif. Je n'ai jamais vécu de période où j'en voulais à Gaëtan. À l'époque, je ne crois pas que les gens comprenaient vraiment. Aussi, tout n'était pas encore regroupé. Certains avaient le sarcome de Kaposi et on essayait de trouver pourquoi. Certains avaient la pneumocystose et on essayait de trouver pourquoi. On n'avait pas encore compris que c'était une seule et même chose. Donc, je ne crois pas avoir jamais vécu de période où je lui en voulais. La première étude de groupement présentait un diagramme très célèbre qui montre que tout mène vers une seule personne. Je crois que c'est ce qui a laissé entendre au grand public qu'il y avait un syndrome comme celui de la typhoïde, un syndrome qui émanait du patient zéro. Voici le principal problème. On l'appelle parfois la période de latence ou la période d'incubation. C'est l'intervalle qui sépare le moment de l'infection du moment où on devient malade. Dans l'étude de groupement, on a émis l'hypothèse que l'intervalle entre l'infection et l'apparition des symptômes était de l'ordre de 2 ans. D'accord, ça prend 2 ans. On a donc construit un diagramme dans lequel Gaëtan était lié à plein de gens avec lesquels il avait eu des relations sexuelles dans un intervalle d'environ 2 ans avant leur diagnostic. D'accord. 2 ans, ça va. Personne n'a pensé à l'époque que le virus prend en moyenne 10 ans avant de produire des symptômes. Quand on voit une personne qui est malade du sida, ce qu'on voit est le résultat de quelque chose qui est arrivé 10 ans plus tôt. Si on voit quelqu'un au milieu des années 80, à l'époque dont on parle, c'est le résultat d'une infection qui est survenue au milieu des années 70. C'est vrai, c'est ce qui est arrivé. C'est comme une épidémie au ralenti qui a eu lieu dans le passé. Ce qu'on voyait, c'était le résultat. Ce groupement n'a donc aucun sens. Si A infecte B, B ne sera pas malade avant 10 ans. Et si B devient malade dans les 2 ans suivant sa rencontre avec A, c'est certain que ce n'est pas A qui l'a infecté. C'est le contraire de ce qui apparaît. Le patient zéro, Gaëtan Dugas, n'a pas infecté ces gens. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Dugas est au centre d'un groupement de personnes qui sont atteintes du VIH. Cette partie-là est vraie. Mais si on se déplace vers la droite ou vers la gauche, de 5 ou 10 degrés, on va trouver un autre individu au centre d'un groupement. Et ainsi de suite à cause de ses contacts à lui. Si chaque personne avait pu se rappeler autant d'informations que Gaëtan et qu'elles avaient été prêtes à les divulguer, l'image serait complètement différente. On pointait tellement du doigt les communautés à ce moment-là. La communauté homosexuelle, bien sûr. La communauté des hommes gays. On essayait de trouver un autre. C'était un étranger qui l'amenait d'ailleurs. C'était lui, l'autre. On l'a étiqueté dans ce rôle et tout le monde s'est jeté là-dessus. Dès qu'on diffuse quelque chose comme ça, tout le monde veut y croire. Un méchant qui vient d'un pays de méchants. C'est vous. C'est de là que vient la religion. On a besoin d'une explication qui n'existe pas. Alors on dit que c'est la faute de Dieu, ou du diable, ou dans ce cas, d'un pauvre agent de bord. Mais il faut distinguer le mythe de Gaëtan de la science. C'est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec la science. On projette des idées de maladie et de mal sur une personne. C'est un cas classique de bouc émissaire. Et c'est étrange parce que personne ne sait de quoi il est le bouc émissaire. D'abord, il était le cas hors Californie, et puis il est devenu le premier homme atteint du sida, ou celui qui l'a introduit en Amérique du Nord, ou qui sait quoi d'autre. Le mystérieux méchant, le bouc émissaire. Toutes les sociétés ont besoin de boucs émissaires, c'est universel. C'est un moyen magique de se débarrasser du mal. On le fait porter par le bouc émissaire, on le chasse, et puis il meurt et il emporte le mal avec lui. Je crois que de mêler des notions de morale à la maladie est une erreur. Ça entrave notre capacité à la traiter. C'est un phénomène scientifique. C'est une tragédie humaine. Peu importe où elle a lieu et qui en souffre. Premièrement, les gens qui étaient religieux, les fondamentalistes chrétiens, ou le nom qu'on leur donnait à l'époque, croyaient que c'était une punition de Dieu. Ils croyaient ça. Les choses qu'ils disaient, ils y croyaient. C'est peut-être dû à ma propre personnalité. Je me fous de ce que les autres font. Ça m'est égal. Vous croyez à toutes ces folies religieuses? Allez-y, mais ne me l'imposez pas.
Le sexe anal en particulier, la sodomie, était diabolisé depuis tellement longtemps. Il existe des lois qui démonisent précisément le sexe anal. Et puis, au prix de grands sacrifices, on a réussi à se libérer de ces chaînes-là, pour ensuite voir encore une fois le sexe anal diabolisé. C'était la meilleure méthode de transmission de ce qu'on appelait maintenant le VIH. Ce genre de réalité a des conséquences terribles sur l'image de soi, sur la façon dont on vit notre vie sexuelle, sans parler de la manière dont le grand public en parle. Je crois réellement que l'homosexualité est une perversion morale. Comme la participation à tout type d'activité sexuelle sanglante ou dégoûtante. Un des termes qui était beaucoup utilisé était grand public. Le grand public, c'était les gens qui étaient innocents des genres de pratiques auxquels les hommes gays, et je cite, se livraient. Un des mots que je voyais souvent dans les médias et que j'associe à l'homophobie. Pour une raison ou pour une autre, les hommes gays se livrent à des pratiques sexuelles, mais les autres personnes ne se livrent pas à des pratiques sexuelles. Évidemment, c'était tragique qu'un jeune enfant contracte le VIH d'une réserve de sang, mais c'était aussi tragique qu'un homme de 19 ans contracte le VIH d'une rencontre sexuelle. Il regarde le ciel et s'y voit déjà. C'est l'aviation, c'est comme un autre hiver, ça semble pas accessible. Mais l'itinéraire ne sera pas sans turbulence. Il est tellement hâte. C'est juste le début. Pilote de demain, mercredi 19h30, à Canal D. Le patient zéro nous a beaucoup aidés, de plusieurs façons. D'abord, il a été très ouvert par rapport à ses partenaires sexuels, ce qui a permis à Will Darrow de faire le travail qui a mené à la création du groupement. Il a aussi accepté de se rendre à Atlanta pour donner une grande quantité de sang, parce qu'il pensait que s'il existait un nouveau virus, il l'avait certainement. Pendant plusieurs années, j'ai discuté avec Mark Roroby, qui est un phylogénéticien moléculaire à l'Université de l'Arizona. On essayait de trouver ce que le patient zéro représentait. Est-ce qu'il était vraiment le premier cas? De quelle manière est-ce qu'il s'inscrivait dans le déclenchement de l'épidémie? Mark Roroby a donc accepté d'effectuer le séquençage génétique de certains des premiers échantillons qu'on avait prélevés. Je crois que c'est Harold qui a dit qu'ils avaient les échantillons du patient zéro et qui m'a demandé de les examiner. Pour moi, qui fait ce genre de travaux sur l'évolution, le patient zéro n'a jamais existé. Ça a toujours été évident que c'était seulement une personne parmi tant d'autres qui ont été infectés. Il y avait cette idée selon laquelle il était l'intermédiaire par lequel passait le début de l'épidémie, disons de New York vers la côte ouest. Sa séquence est typique des séquences de New York. Il y en a d'autres, parmi les premières, qui sont beaucoup plus proches de celles de la côte ouest. Elles viennent de personnes anonymes dont on ne parle pas et sur qui on ne fait pas de film. Quand on a généré la séquence du patient zéro, on l'a placée dans l'organigramme et elle tombait quelque part au centre. Selon la théorie de l'évolution, si c'était l'échantillon de la source, il formerait une des branches principales. Si ce n'est pas le cas, ça signifie que l'échantillon n'est pas celui de la source. C'était tout simplement un sous-type B du VIH, tout ce qu'il y avait de plus banal pour l'époque. Pour le patient zéro, Gaëtan Dugas en particulier, je ne m'étais pas rendu compte, jusqu'à ce que Harold Jaffe m'en parle, qu'il s'était déplacé spécialement au CDC à Atlanta, juste pour donner des échantillons. C'est remarquable qu'il ait fait ça et qu'il se soit distingué dans notre conscience collective. Pourtant, c'est en grande partie parce qu'il a aidé des épidémiologistes qui essayaient de comprendre ce qui se passait. C'est très regrettable, parce que les gens ont interprété ce zéro comme le point de départ de l'épidémie. Et cet homme, qui n'avait rien à voir avec le déclenchement de l'épidémie, a été accusé d'en être la source, ce qui n'a jamais été notre intention. Ça n'aurait pas dû arriver. Je crois que la contribution essentielle de Gaëtan Dugas a été sa grande coopération dans un moment de peur extrême. Il était Canadien-Français, il aurait pu être expulsé. Mais il s'est rendu à Atlanta alors qu'il était très malade. Il s'est rendu à San Francisco pour rencontrer des chercheurs.
Gaëtan Dugas a vraiment joué un rôle crucial dans notre compréhension du sida comme maladie transmise sexuellement. On devrait donc l'acclamer comme un héros de la lutte contre l'épidémie de sida. Le nombre de victimes du sida apparaît sur ce monument. Ces gens qui sont morts du sida ont été les cobayes qui nous ont permis d'avoir une vie meilleure. On doit se souvenir que notre communauté a soutenu tous ces gens. Ce monument est là pour les immortaliser. Quand les 5 premiers cas ont été signalés, il y avait déjà 250 000 hommes gays infectés par le VIH. Et quand on a découvert le virus et qu'on a mis un test de dépistage sur le marché, il y avait peut-être 500 000 hommes gays qui étaient infectés aux États-Unis. La grande majorité de ces hommes sont morts. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect personnel, de vrais humains sont morts. Et puis, il y a une culture qui a disparu en 2 secondes. Toutes ces pièces qui n'ont jamais été écrites, ces chansons jamais chantées, ces livres jamais écrits, et même des publics qui n'ont jamais rempli les salles. Tous les gens qu'on a perdus. Tous ces gens plus âgés qui auraient pu être mes mentors, me montrer comment vieillir en tant qu'homme gay, je ne les ai pas. Les hommes gays que j'ai moi-même perdus et beaucoup de ceux avec qui je travaillais dans la compagnie aérienne étaient des gens brillants, gentils, amusants, sympathiques. Ils cherchaient ce qu'on cherche tous dans la vie. Beaucoup d'entre eux voulaient être en couple, être aimés, vieillir avec quelqu'un. Ils ont contribué à notre société de beaucoup de façons. C'est une catastrophe qu'autant d'entre eux soient disparus. J'ai une croyance ou une théorie, pas que ce soit très différent, selon laquelle le sida est ce qui a entraîné le mariage gay. Tous ces changements extraordinaires dans l'idée que se fait la société de ce que c'est d'être gay, je ne crois pas que ce serait arrivé sans le sida. Si vous pouvez rester à Atlanta, acheter une maison en banlieue, marier votre copain et être un dentiste, eux aussi. Ça se trouve que l'homosexuel moyen s'avère plus moyen qu'homosexuel. Ça m'a surprise. C'est quelque chose qui n'a pas été unanimement bien accueilli par les communautés gays. Je sais, moi oui, je suis contente. Je ne l'appelle pas ma femme, mais je suis heureuse qu'on ait un document légal. Il n'y a rien de plus important que d'avoir quelqu'un dans sa vie. Un témoin, un compagnon, qui est là quand vous en avez besoin. J'ai toujours eu plein d'amis. Je n'ai jamais vu le mariage comme une nécessité. Mais plus je vieillis, moins j'ai d'amis. Et maintenant, je comprends très intimement ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui a été témoin de votre parcours de vie, qui va être avec vous jusqu'à la fin. Tout à coup, on se retrouve aujourd'hui avec le mariage gay et des homosexuels dans l'armée, d'où ils étaient exclus. Tout ça est arrivé. And the Band Played On a joué un grand rôle pour que la société reconnaisse qu'il y avait beaucoup d'hommes gays en Amérique. Mais l'épidémie de sida est ce qui nous a permis de voir qu'il y avait autant d'hommes gays. Votre oncle, le vieux garçon, votre frère, votre fils, peut-être même que votre père était gay. Il a fallu que 800 000 hommes gays meurent pour que le public américain se rende compte que les homosexuels comptaient pour une grande partie de la collectivité. C'est là le legs de l'épidémie du sida. C'est le moment de dire ce qu'ont été les conséquences sur sa famille. Que sa mémoire soit lavée de toute cette horreur.
qui leur a été imposée. Je suis allée le voir à l'hôpital à Québec. Il ne savait pas que je venais parce que je ne pouvais pas dire si j'avais pu prendre le vol ou pas. Je suis donc arrivée là, il était assis dans son lit. Mais il était très gêné de son apparence. Il avait ces taches violettes sur lui, Le SK? Oui, le SK. Donc, il s'est couvert et je lui ai dit... Alors, il m'a dit qu'il adopterait un dalmatien, qu'il l'emmènerait courir sur la plage. Il serait pareil, comme des jumeaux. Il faisait de l'humour, comme si... Il était comme ça. J'ai décidé de faire ça pour Gaëtan. Je me suis dit que c'était ma chance de vraiment lui montrer à quel point je l'aimais. D'aller dire que non, ce n'était pas vrai. Non, ce n'était pas vrai. Cette photo-là, c'est probablement la plus belle. Il a l'air très doux. Il est juste assis là, tout gentil. Celle-ci, c'est probablement la plus célèbre. Il est comme dans les airs. Il vole, il s'amuse. Il a l'air d'un ange. C'est comme un enfant chéri qui s'envole. Et voici celle où il essayait de montrer son pénis. Il a réussi à le montrer. Celle-là, je ne l'ai pas envoyée à Life Magazine parce qu'un autre ami, qui a un humour noir, m'a dit de ne pas la leur envoyer parce qu'il ne voudrait probablement pas voir l'arme du crime. Donc ils ne l'ont pas eu. Mais vous avez trouvé moyen de la voir. C'est tout en fait. Ça dit... Je vous fais mes adieux. I'm saying goodbye. Je vous aime. I love you. Et je vous attends au ciel. Gaëtan. Évidemment, l'avion, notre travail. À la fin, ça dit... On se verra au ciel. Je ne me souviens pas du début. C'est l'âge. La première partie, je vous fais mes adieux. Je vous aime et je vous attends au ciel. C'est beau. Je vais le voir là-haut. Je lui parle déjà. Je ne sais pas ce que les photos laissent en héritage. J'espère qu'elle le présente sous un jour positif, parce que même si c'est une histoire négative et triste, lui, il n'était pas négatif ou triste. Il était très heureux et drôle. Je crois que les photos le représentent d'une belle manière. Il a l'air d'un jeune homme séduisant qui s'amuse. Et c'est ce qu'il était.